Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer. Donc, pour les années 2023-2024, le Conseil d'orientation de l'Institut Diderot a choisi comme thème 2050. Vous savez que l'Institut Diderot a une vocation de prospective, mais là, il nous a paru que c'était une bonne idée de choisir l'espace d'une génération, puisque 2050, en gros, c'est quand nos enfants auront l'âge que nous avons. C'est assez loin pour faire rêver et assez près pour qu'on puisse dire autre chose que des romans de science-fiction. Voilà, donc, et s'agissant donc de 2050, il y a toutes sortes de questions qui se posent, mais il y a évidemment la question de la transition énergétique qui se pose de façon cruciale et urgente. Et sur cette question de la transition énergétique, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marc Fontcave, chimiste, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, où il tient la chaire de chimie des processus biologiques, et qui est l'auteur de ce livre que nous avons le plaisir de vous offrir, Halte au catastrophisme, sous-titré « Les vérités de la transition énergétique ». Et c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir parce qu'il est à la fois scientifiquement extrêmement informé, mais aussi intellectuellement, et je dirais même politiquement, extrêmement tonique. C'est-à-dire que Marc Fontcave n'est évidemment nullement un climato-sceptique. Il prend évidemment en compte l'importance, la gravité, la difficulté du problème climatique. Mais au lieu de nous accabler, comme tant d'autres, de pessimisme et de catastrophisme, il essaye de proposer des solutions. Et j'ai donc le grand plaisir de lui laisser la parole. Marc, vous avez la parole pour 45 minutes. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci André pour cette présentation et merci à l'Institut Diderot effectivement de me laisser 45 minutes pour balayer à travers plusieurs aspects, plusieurs questions, cette question de la transition énergétique particulièrement complexe. D'ailleurs, vous qui suivez sans doute les discussions de la COP28 en ce moment, vous voyez la difficulté, parce qu'effectivement, je le redirai d'ailleurs, c'est une question globale, ce n'est pas qu'une question française. Et donc, je vais essayer de vous présenter les grandes lignes de ce qui me semble être la transition énergétique. Alors, il faudrait peut-être projeter quelque chose. Je ne sais pas si c'est moi qui... Voilà. Alors, beaucoup de choses que je dis, vous le trouverez dans le livre, encore que les choses évoluent très vite. Mais juste avant de rentrer dans le détail, quelques mots-clés. D'abord, contrairement à ce qu'on raconte, la transition énergétique est engagée. Ceux qui ne le pensent pas répètent à l'envi qu'on n'en fait pas assez sûrement, qu'il ne se passe rien parfois, mais non, tout ça est faux. Elle est engagée par les États, par les entreprises, par les individus. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième aspect, c'est que je propose, comme d'autres, qu'avant de remonter dans les arbres, nous essayions quand même la solution de la recherche, de l'innovation, de la technologie, et enfin, voilà, en nous appuyant sur la capacité de l'homme à s'attaquer à des problèmes, à les traiter, à les résoudre en partie. Et il y a tout un tas de sujets. Ça pose d'ailleurs la question, vous savez, qui est très débattue, entre ceux qui pensent qu'il faut de la croissance, j'en fais partie, et ceux qui pensent qu'au contraire, il faut de la décroissance. Et puis, par ailleurs, une autre notion, c'est que ne croyez pas tous ceux qui vous disent que la transition énergétique se fera en quelques années. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on dit que ça se fera en quelques années, et comme vous l'avez vu, elle n'est pas finie, et elle ne sera pas finie avant des dizaines d'années. D'ailleurs, aucune révolution énergétique ne se fait en quelques années et même en quelques dizaines d'années. Au fond, la révolution industrielle, elle est encore absente de tout un tas de parties du monde. Et donc, c'est très long.
C'est long, parce que remplacer les fossiles, ça va être difficile, et parce qu'il y a tout un tas de contraintes, évidemment, physiques, économiques, sociales, etc. Alors, de sorte que je ne sais pas si la catastrophe est imminente, mais en tout cas, si elle l'était, de toute façon, bon, bah, c'est dommage, mais il faudrait juste l'attendre, parce que, à nouveau, il faut du temps. Un autre point qui, pour moi, est très important, que je répète d'ailleurs aussi bien d'ailleurs aux hommes politiques qui me posent la question ou aux industriels, c'est que cette manie d'annoncer des objectifs inatteignables est catastrophique, pour le coup. Parce que comme ils sont inatteignables, chacun voulant être plus vert que vert, comme ils sont inatteignables, ils ne seront pas atteints. Et comme ils ne seront pas atteints, évidemment, le citoyen aura raison de nous prendre, tous d'ailleurs, soit pour des incompétents, soit pour des menteurs. Et ça, c'est très très mauvais, hein, dans une situation où la défiance vis-à-vis des politiques, des entreprises, des experts, enfin, etc., et même des scientifiques, est grande. Et puis, comme je le dirais, la transition, c'est pas que la transition, c'est aussi l'adaptation au réchauffement climatique. Alors, ces objectifs, c'est lesquels? Le premier, c'est zéro carbone en 2050. Il n'y aura pas zéro carbone en 2050. D'abord parce que c'est un problème global. Vous voyez ici, la France, c'est à peu près 1% des émissions de CO2. Il y a des pays qui produisent beaucoup plus, qui émettent beaucoup plus, et en même temps qui vont continuer à consommer des énergies fossiles. Vous avez vu, donc je le répète, le débat qu'il y a actuellement sur les énergies fossiles à la COP28. Enfin, demain, il y aura encore des fossiles pour un certain temps, parce que c'est difficile de s'en séparer, parce que de nombreux pays continueront à les utiliser, la population mondiale va augmenter, nous aurons des besoins massifs de carbone, qu'ils soient fossiles ou pas, mais pendant longtemps ils seront fossiles, parce que tout ne sera pas électrique. Tous les véhicules ne seront pas électriques, je donnerai cet exemple. 100% de notre électricité ne sera pas renouvelable. Et puis la construction massive de nouvelles centrales nucléaires, massifs de parcs éoliens et parcs solaires va demander des quantités massives d'énergie et de matériaux, et en particulier de matériaux émetteurs de CO2, ciment, acier, etc. Voilà. Et puis tout le CO2 ne sera pas capturé. Ça, c'est la réponse de ceux qui veulent maintenir le fossile très longtemps, et ils ont sûrement raison. C'est la réponse de capter le CO2 partout où on émet. Mais tout le CO2 ne sera pas capturé et séquestré. Alors, ce n'est pas qu'une question d'accuser la Chine ou l'Inde, etc., parce qu'en Europe, on n'est pas plus brillant. On n'a pas été capable en France de fermer les quelques centrales à charbon, ce qui montre la difficulté, malgré une volonté politique. Et quand vous regardez les agendas des différents pays européens, hein, vous voyez, la décision d'arrêter les centrales à charbon, qui sont les pires, hein, bah, ça va jusqu'en 2040. Hein, donc ça veut dire que même l'Europe n'a pas décidé massivement d'arrêter le charbon. Et l'Allemagne, vous voyez par exemple, l'Allemagne, où est-elle? Je crois que c'est 2038. Voilà. Bon, mais la France, vous voyez, la France c'est 2022, mais elles existent encore, hein, les centrales à charbon. Voilà. Donc on peut donner des leçons aux autres, mais voilà, il faut d'abord commencer par ça. Voilà. La réalité, c'est ça aujourd'hui. Hein. C'est que, vous voyez, ça c'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie cet été. En 2023, le monde n'aura jamais autant consommé de pétrole. Ça sera probablement le cas en 2024. Bon, je n'ai pas le temps de passer. En Angleterre, le Premier ministre explique pourquoi le gouvernement annonce une centaine de nouveaux permis d'exploitation de gaz et de pétrole en mer du Nord. Enfin, etc., etc. Et puis il y a des centaines de projets de centrales à charbon ailleurs dans le monde. Voilà la réalité. Zéro carbone, c'est très compliqué. Je prends le cas du véhicule électrique. Vous savez, on a interdit
l'Europe a décidé d'interdire la vente de véhicules électriques, de véhicules thermiques en 2035. Tout le monde s'est extasié en disant formidable, le transport sera zéro carbone. Mais tout ça est faux. Tout ça est faux d'abord parce que vous voyez aujourd'hui, il y a à peu près 1 milliard de véhicules sur la Terre. Les plus ambitieuses perspectives en termes de véhicules électriques, c'est 500 millions de véhicules électriques. C'est une vraie révolution. Ça sera formidable. Vraie révolution. En fait, il y aura à peu près 1,5 million et 1,6 million, 1,5 milliard ou 1,6 milliard de véhicules sur la Terre en 2040-2050, c'est ce qui est à peu près prévu. Donc il y aura autant de véhicules thermiques en 2040-2050 qu'aujourd'hui. Et par ailleurs, vous voyez ici les émissions de CO2 par unité de kilomètre roulées. Voitures diesel comparées aux voitures électriques, mais dans le meilleur des cas, c'est-à-dire la France par exemple qui a une production électrique très décarbonée, on ne réduit les émissions de CO2 que de 2 tiers. Et ce n'est pas la peine d'aller faire des véhicules électriques en Pologne ou en Inde, puisque l'électricité qu'on met dans nos voitures, dans leurs voitures, est essentiellement carbonée. Donc la question n'est pas véhicule thermique ou véhicule électrique, les gens l'oublient, mais c'est quelle est l'énergie qu'on met dans les batteries. Voilà, donc c'est assez compliqué. Et l'autre objectif, c'est 1,5 degré en 2100, donc c'est plus 1,5 degré par rapport à la température pré-industrielle, qui est d'une sorte de rêve. D'ailleurs, on se demande pourquoi la température pré-industrielle devrait être celle que nous viserions, mais effectivement, cette question du réchauffement climatique est absolument clé, puisqu'on sait tous les impacts que ça peut avoir, et évidemment, on a raison de traiter cette question, mais dire qu'on aura 1,5 degré en 2100 est quelque chose qui n'arrivera pas, malgré tous nos efforts. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, dans un pays comme la France, qui est particulièrement touché par le réchauffement climatique, on y est déjà pratiquement. On dit que la température est déjà à 1,1, 1,2 à l'échelle globale, mais il y a des régions du monde où c'est plus. Et la France est particulièrement touchée. Donc, je prends ici un papier sérieux dans Nature de plusieurs climatologues et voilà, qui disent que ce qui est probable, c'est plutôt 2,5-3 degrés, ce qui est colossal hein, comme augmentation de température avec les impacts que ça représente. De sorte que j'aurai pas le temps d'en parler, mais il y a la question de l'adaptation au changement climatique. On ne peut pas faire, je veux dire, à force de dire qu'on va faire du 1,5 degré, on ne va pas se préoccuper de cette question de l'adaptation. Je considère que c'est une question majeure et ça concerne, vous voyez, tout un tas de choses. Bon, je n'ai pas le temps de regarder ça, mais ça concerne l'habitat, la protection des usines, des services publics, l'aménagement du territoire, nouvel urbanisme, adaptation du service hospitalier, gestion de l'eau, des forêts, optimisation des forces d'intervention, assurance. Voilà. Alors on nous avait annoncé un plan national d'adaptation au changement climatique fin 2023. À ma connaissance, il n'est pas encore là, mais je pense qu'effectivement cette idée-là est en train d'arriver. Oui, croissance ou décroissance. En fait, bon, vous le savez, qu'on prenne tout un tas de données de la littérature sur des indices de qualité de vie, tout démontre que plus vous consommez d'énergie, plus votre PIB est élevé et mieux vous traitez l'environnement et mieux est votre qualité de vie. Ça, ici, c'est un indice de l'UNESCO hein, qui prend en compte un certain nombre de paramètres. L'espérance de vie en bonne santé, la formation, le niveau de vie, enfin, etc. Et donc, comme vous le voyez, bon, il faut de l'énergie. Ici, c'est un autre aspect, c'est-à-dire pour traiter les questions environnementales et y compris énergétiques, la transition, il vous faut ce sont des besoins absolument colossaux. Hein.
On sait qu'en France, c'est à peu près une centaine de milliards par an qu'il va falloir mettre dans la question de la transition énergétique. Donc si on ne produit pas, si on n'a pas les ressources financières pour ça, on n'y arrivera pas. Et là, c'est un autre indice qui a été mis en place par l'université de Yale et de Columbia qui prend tout un tas de choses, non seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais la qualité de l'air, de l'eau, la biodiversité, les forêts, enfin, etc., les systèmes agricoles. Donc c'est l'environnement. Et bien, comme vous le voyez, plus le PIB par tête est élevé et mieux vous traitez l'environnement. En quelque sorte, j'ose le dire, même si quand je dis ça, j'ai été souvent attaqué, mais ce sont les pays pauvres qui dégradent l'environnement. Il n'y a pas que les histoires de gaz à effet de serre, mais c'est pas parce que il ne s'agit pas de les pointer du doigt, mais simplement c'est qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et ça coûte très très cher de traiter l'environnement. Voilà, j'aime assez ce cartoon, deux hommes préhistoriques qui disent il y a quelque chose de bizarre, notre air est propre, notre eau est pure, on fait plein d'exercices, tout ce qu'on mange est bio en quelque sorte, et pourtant on n'arrive pas à vivre au-dessus de 30 ans. Voilà. Alors, croissance, oui, mais le grand enjeu, c'est de découpler croissance et émissions. Est-ce que c'est possible? C'est ça la grande question. Si effectivement croissance c'est obligatoirement beaucoup plus d'émissions, à ce moment-là, il y a un problème. Donc il faut arriver à ça. Et il s'avère qu'il y a des endroits où ça se passe. Vous voyez, et notamment aux États-Unis, où vous voyez cette baisse des émissions, mais aussi en Europe, et vous voyez ici les augmentations de PIB. Alors, dans le cas des États-Unis, c'est essentiellement parce que ils ont remplacé le charbon par le gaz de schiste. Le gaz est infiniment moins émetteur que le charbon. C'est d'ailleurs le dernier fossile qui restera une fois qu'on se sera débarrassé petit à petit du charbon puis du pétrole. Pour l'Europe, c'est moins clair, parce que si effectivement, et c'est en partie vrai, le produit de la désindustrialisation de l'Europe, effectivement, c'est pas très bon. Mais néanmoins, je souhaite mentionner ça, et je souhaite mentionner que c'est le cas aussi pour la France, ici où vous voyez ces baisses d'émissions. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Voilà, donc 2050. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on raconte, puisque tout le monde est sur le front il faut moins de consommation d'énergie, mais tous les scénarios de prospective montrent qu'en 2050, il y aura une consommation encore plus grande d'énergie qu'aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a une chose très très importante, c'est que selon les scénarios, mais vous voyez, c'est la partie grise ici, c'est que la part électrique, et je pense que c'est ce qui va se passer, va augmenter encore plus vite, de sorte que la part de l'électricité dans la consommation d'énergie sera plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de l'ordre, à l'échelle mondiale, de 17%. Alors, pour la France, c'est quoi les scénarios 2050 ? Bon, c'est la même chose que dans beaucoup de pays, mais ici, sur la droite, vous avez un des scénarios, c'est le scénario RTE. J'y passerai quelques minutes juste pour dire quelle est la vision de la France. Mais en gros, la transition énergétique, c'est quoi? C'est trois choses. C'est d'une part de diminuer notre consommation d'énergie, donc c'est effectivement une part de sobriété, une part d'approfondir les travaux de tout le monde sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, etc. Donc c'est clair. Et puis c'est le remplacement de certains usages par d'autres, le remplacement de certaines formes d'énergie pour un usage donné par une autre forme d'énergie qui est moins consommatrice. Voilà, c'est le cas entre véhicules thermiques et véhicules électriques, rien que pour des questions de rendement. La deuxième chose, c'est d'augmenter la part électrique. Il va falloir électrifier, évidemment avec de l'électricité décarbonée. Et la troisième chose, parce que ça, on l'oublie souvent, d'ailleurs c'est un des angles morts de la plupart des scénarios, vous avez remarqué, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites alors qu'est-ce que tu penses de la transition énergétique? Enfin, c'est peut-être pas
toujours le sujet que vous abordez en premier, mais inéluctablement, en quelques secondes, vous ne parlez que d'électricité. Vous ne parlez que de nucléaire, d'éolien et de solaire. Voilà. Or, tout ne sera pas électrique, et comme vous le voyez dans un scénario de type RTE, Réseau et Transport de l'électricité, vous voyez tout ce que je viens de dire, à savoir, aujourd'hui, on est à peu près à 1600 TWh de consommation, une baisse assez drastique de la consommation qui, à mon avis, n'est pas raisonnable, une augmentation de la part électrique, vous voyez, qui va être proche de 50%, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à 25 en France. Et 25, c'est très au-dessus de la moyenne mondiale. La France est un des pays les plus électrifiés du monde. Donc, ça deviendra 50%, alors on verra comment. Mais il y a toute une partie là qui sera pas électrique. Et cette partie-là est très peu discutée. Alors, tout le monde y met de la biomasse. J'aurai peut-être un peu le temps d'en dire quelques mots. Tout le monde sollicite la biomasse et il y a plein de problèmes. Donc biogaz, biocarburants divers, enfin, etc. Bois, bon. Donc l'autre question, c'est comment on va faire 500 TWh à peu près d'énergie non électrique, c'est-à-dire il n'y a pas de nucléaire, d'éolien, de solaire, etc., et sans fossiles. Et ça, c'est une question extrêmement difficile, de mon point de vue. Alors, la dernière expression du gouvernement français en matière de perspective énergétique, c'est ce qui a été annoncé le mercredi 21 novembre 2023, vous voyez, il n'y a pas longtemps, et qui sont des éléments de préparation de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et alors, là, on a typiquement l'exemple de ce que je disais, c'est-à-dire annoncer, proposer des objectifs inatteignables, ça pose beaucoup de problèmes. Et en particulier, diminuer notre consommation d'énergie d'ici 2050 de pratiquement 50%, puisque dans le scénario le plus extrême, c'est 800 TWh, c'est absolument affolant. D'ailleurs, il faut savoir que la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, et ce type de perspective, c'est un alignement strict sur les scénarios les plus décroissantistes qui existent, et en particulier ceux de Négawatt. Négawatt a l'honnêteté de nous expliquer ce que c'est que vivre avec 800-900 TWh. Je vous invite à aller voir. J'espère qu'on arrivera à éviter cela. Une augmentation assez massive d'électricité, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on est à peu près à 450-470 TWh de consommation électrique. Il est proposé qu'en 2035, soit dans 10 ans, nous ayons 100 TWh de plus. Enfin, pour le moment, on n'a pas les réacteurs nucléaires supplémentaires. Vous voyez le mal qu'on a à faire des parcs d'éoliens en mer, enfin, etc. Donc, c'est extrêmement ambitieux. Ça passe par Covea, non? Ça passe par des installations massives de capacité de NR. Vous voyez, alors, donc, ce qui est proposé d'ici 2035, c'est absolument colossal. C'est-à-dire d'ici 2035, c'est l'équivalent de 36 parcs éoliens offshore de type Saint-Nazaire. Et pour Saint-Nazaire, on a mis... Il est en panne en plus, ouais. Mais on a mis 15 ans avant de le mettre en place. Bon, c'est ça. Donc voilà. En tout cas, vous avez ici... Et c'est la relance du nucléaire. Effectivement, j'y reviendrai, mais c'est la décision, après le fameux discours de Belfort du président de la République, de revenir sur la position française sur le nucléaire et en effet de prolonger le parc au-delà de 50 ans, de construire des nouveaux EPR et puis de lancer un premier SMR en 2030. Je pense que c'est un peu trop ambitieux, mais bon. Voilà. Et développement du biogaz, vous voyez, ça multiplié par 5 les capacités d'ici 2030. C'est absolument colossal, mais enfin, c'est ce que nous dit le gouvernement en 2030, en 2023, en novembre. Voilà.
Oui, ben, très rapidement, pourquoi défossiliser? Oui, alors je ne sais pas si ce terme est français, mais je l'utilise parce que je me refuse. Bon, merci. Parce que je me refuse à dire décarboner, dans la mesure où, évidemment, le monde ne sera jamais décarboné. Il y aura plein de carbone sur... tout est carboné, hein. Vous êtes tous du carbone. Tout ce qu'il y a ici est du carbone. Et donc, demain, ça sera la même chose. Donc, il n'y aura pas de planète décarbonée. Par contre, il faut défossiliser. Alors, pourquoi il faut électrifier? Ben, tout simplement parce qu'on veut se débarrasser de ces ressources fossiles par des ressources d'énergie bas carbone, et ces ressources bas carbone, elles sont pour l'essentiel, à part la biomasse, électriques. C'est éolien, solaire, hydraulique, et ici vous voyez les émissions de CO2, donc vous voyez la comparaison est très nette, donc il y a une chute d'émissions de CO2 par kilowattheure produit. Voilà, donc il faut aller vers ces énergies, c'est pour ça qu'il faut électrifier. Et puis par ailleurs, qu'est-ce qu'il faut électrifier? C'est assez simple. Enfin, vous voyez, c'est pas spécifique de la France, mais c'est la réalité française aujourd'hui. Les secteurs les plus émetteurs de CO2, c'est le transport, c'est le bâtiment et le résidentiel tertiaire, c'est l'industrie. Hein. Voilà, les trois premiers, c'est ça. Donc, tout simplement, dans l'habitat, il faut électrifier le chauffage. Dans les transports, il faut électrifier la mobilité, hein, c'est la voiture électrique. Et dans l'industrie, il faut en effet électrifier tout un tas de procédés. Ce sont des gros enjeux, hein, notamment électrifier la production d'acier, de ciment, de verre. Enfin, ici, j'ai mis la liste des plus émetteurs de CO2, c'est les 7 premiers. Il faut aussi électrifier la production d'hydrogène. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Donc, c'est le fameux hydrogène vert. Et il faut effectivement aussi électrifier la production de chaleur, hein, qui est un énorme secteur de consommation d'énergie. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, vous pouvez le faire avec des énergies renouvelables, électrifiées. Et effectivement, quand vous regardez ici, ce sont en milliards de dollars les investissements au cours des 20 dernières années. Vous voyez que l'essentiel des investissements a porté en vert sur le véhicule électrique et en jaune sur les renouvelables. Donc effectivement, il y a un véritable, à l'échelle mondiale, il y a un véritable effort d'investissement dans ces secteurs-là. Et pourtant, on n'est encore qu'à quelques pourcents à l'échelle mondiale de véhicules électriques et de renouvelables. C'est parce qu'il y a tout un tas de problèmes. Vous les connaissez. Ces énergies, elles sont intermittentes. Elles sont de faible densité surfacique. Donc l'empreinte spatiale est très grande par rapport au nucléaire, par exemple. Il y a un besoin massif en matériaux. Il y a un besoin massif en ressources minérales, j'y reviendrai. Donc il y a tout un tas de problèmes liés, objectifs. Hein. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il ne faut pas d'éolien et de solaire. Il en faut, c'est une ressource qui existe, on les a, il faut les exploiter. Simplement, je dirais qu'on ne peut pas dire, comme on l'a dit pendant des années, qu'on va faire 100% d'électricité avec de l'éolien et du solaire. C'est juste impossible. Et je vais expliquer pourquoi juste à l'instant. Ça fait longtemps que je m'exprime contre cette idée qu'en 2015, l'ADEME, par exemple, avait exprimé en disant 100% d'énergie renouvelable pour l'électricité, fastoche. Non, pas fastoche du tout. Et d'ailleurs, heureusement, je crois que c'est en 2021, RTE et l'Agence internationale de l'énergie ont osé sortir un rapport à ce moment-là en nous exprimant dans quelles conditions on pouvait avoir des très grandes proportions de renouvelables intermittentes dans notre électricité. Et aucune, ce que j'observais tout de suite, alors que certains disaient « Ah bah vous voyez, on peut le faire ». Ce qui apparaissait, c'était que ces conditions, aucune n'était réunie et aucune ne le sera avant longtemps. Et ces conditions, c'est quoi? C'est d'abord, puisqu'il y a des moments où, quand même dans la journée où il fait nuit, et des périodes longues où il n'y a pas de vent, il faut disposer de capacités de puissance
décarboné bien sûr, mais pilotable. Hein, qu'on peut monter, descendre comme on veut. C'est ce qui se fait avec les fossiles aujourd'hui. C'est pour ça que les centrales thermiques sont si intéressantes. Il faut développer le stockage d'énergie. Pour le moment, on n'en a pas. Le stockage d'énergie, c'est quand vous avez plein de soleil, plein de vent, vous stockez cette énergie. Si vous ne l'utilisez pas, vous la perdez, hein, cette électricité. Des technologies de stockage que vous gardez pendant un certain temps et que vous ressortez en consommant cette énergie au moment où il n'y a pas de vent et de soleil. Et puis, il faut des nouvelles infrastructures de réseau électrique parce qu'il y a un certain niveau de part de renouvelables intermittents dans notre électricité au-delà duquel nos réseaux ne peuvent pas accepter cette énergie-là. Alors, je prends le cas de l'Allemagne que j'aime bien, justement parce que ça montre comment une politique énergétique peut être inepte. Oui, l'Allemagne qui a longtemps été notre modèle. Vous voyez, le 15 mars 2022, il n'y a pas de vent, il fait presque nuit, à 5 h de l'après-midi, là. Enfin, en tout cas, il fait pas encore nuit, mais c'est très nuageux, il n'y a pas d'énergie solaire. Alors, vous voyez ici, en gris, c'est les capacités installées d'éolien et de solaire. C'est massif. L'Allemagne, en effet, a réussi à installer beaucoup de capacités éoliennes et solaires. Mais à ce moment-là, vous voyez, elles ne servent à rien, puisqu'en couleur, c'est ce qui est réellement utilisé. D'accord ? Et que fait l'Allemagne dans ces moments-là ? C'est justement la condition, il faut des capacités de puissance pilotables. Eh bien, elle assure l'équilibre avec du charbon et du gaz pour l'essentiel. À cette époque-là, il y avait encore un peu de nucléaire, il n'y en a plus. Et les Allemands, qui ne sont pas idiots, auraient pu avoir développé des technologies massives de stockage d'énergie, mais il y a zéro stockage. Donc ils ne peuvent pas ressortir des énergies stockées, parce que c'est difficile, et parce que personne ne l'a fait pour le moment. Voilà. De sorte que vous avez cette situation en Allemagne, où on peut être impressionné par la montée des puissances installées d'énergie renouvelable, et puis en même temps observer que ça n'a pas changé la quantité de puissance installée de fossiles. Voilà, tout simplement, parce qu'ils en ont besoin, même s'ils ne les utilisent pas tout le temps, comme ils les utilisaient avant. Mais ils ne peuvent pas fermer leurs centrales thermiques à charbon et à gaz. Voilà. Et la question du stockage, c'est aussi cela, c'est une question de puissance. Vous voyez ici, en France, dans les pics les plus élevés de demande électrique, c'est 95 gigawatts dont on a besoin. Alors dans un pays où vous avez plein de nucléaire, vous avez une grosse contribution du nucléaire, au moment où on en demande beaucoup, on a beaucoup d'électricité, et puis vous rajoutez des petites choses par-ci par-là, plus des interconnexions avec nos voisins, puisqu'on se passe de l'électricité, et vous arrivez à équilibrer le réseau. Et vous êtes à 95 gigawatts. Mais demain, avec plus d'électricité, j'ai fait ce petit calcul, on va passer à 130 gigawatts. Et vous voyez ici que si, dans une hypothèse où je maintiens qu'on a 60 gigawatts de nucléaire, mais vous verrez que donc plus vous diminuez cette part-là et plus les problèmes que je vais indiquer seront grands. L'hydroélectricité, ça ne bougera pas beaucoup. J'augmente, pardon. Je rajoute un peu plus d'interconnexion, c'est-à-dire un peu plus de réseau avec nos partenaires européens. J'augmente un peu l'hydraulique à peine. Et puis, il me manque cette partie grise. Il me manque 20 gigawatts. Alors, soit j'augmente encore plus le nucléaire, bon, soit je suis déjà très haut, et à ce moment-là, comment je fais ? On est obligé d'avoir ces 20 gigawatts. Donc, soit on a réussi le problème du stockage, et on ressort des choses stockées, mais ça, on ne sait pas faire pour le moment, et je pense qu'avant que ça soit aussi massif, il faudra beaucoup de temps. Ou alors, on va sortir du gaz.
Et peut-être que la fameuse transition énergétique, en France, ça sera de construire des centrales à gaz. Voilà. Alors, ce sera du gaz fossile ou peut-être du biogaz si nos ressources en biomasse sont suffisantes. Voilà. Oui, alors, je finis sur l'électricité. Donc, quel mix électrique ? Je pense que nous devons, et aujourd'hui la position française est assez raisonnable, elle l'est devenue, hein, comme vous le savez, elle ne l'a pas été pendant longtemps, je me suis exprimé là-dessus. C'est un mix complexe qu'il faudra mettre en œuvre. Il faut des énergies renouvelables, mais qui ont le problème de l'intermittence et donc qui soulèvent la question de travailler au stockage d'énergie. Enfin, je parle beaucoup de stockage parce que c'est ce que je travaille là-dessus dans mon laboratoire, hein, avec mes chercheurs. C'est l'énergie nucléaire. La question, c'est combien d'EPR, à quel niveau on veut notre énergie nucléaire, quel niveau de puissance. C'est l'énergie hydroélectrique. C'est les stations de transfert d'énergie par pompage. Hein, vous savez, c'est 2 lacs qui sont à des hauteurs différentes. Quand on veut stocker, on monte l'eau et quand on veut produire de l'électricité, on la fait tomber. Et le gaz. Et il faudra du gaz. Je maintiens qu'il faudra du gaz. Il sera naturel pendant longtemps et ensuite ça sera du gaz décarboné. Je mets entre guillemets parce que c'est ce que vous lisez dans la littérature, du gaz décarboné, c'est absolument ridicule parce que le gaz c'est du méthane, d'accord, et s'il y a bien un truc carboné c'est ça, mais on parle de gaz décarboné parce qu'il viendrait de la biomasse, mais c'est un peu voilà. Et la question du stockage, voilà. Alors il s'avère que bon, j'aurais pu le dire, mais je préside le comité énergie de l'Académie des sciences et en 2021, nous avions et 2022 une série de rapports sur l'énergie nucléaire et à cette époque-là, c'était encore avant Belfort et l'avis de l'Académie des sciences qui a été rejoint aujourd'hui par la politique française, c'est de prolonger les centrales jusqu'à 60 ans. Je pense qu'on peut aller plus loin. Et ça, exactement. Donc, non seulement c'est déjà 80 ans aux États-Unis, mais si ça reste entre nous, il s'avère que je suis membre du conseil scientifique d'EDF, mais aujourd'hui, les analyses montrent que nos réacteurs peuvent aller, enfin la plupart de nos réacteurs peuvent aller à 80. Et ça alors si c'est vrai, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Ça met moins de pression sur la question de notre production électrique. Construire de nouveaux réacteurs. Et puis ça, c'est très très important. Ça a été oublié par la politique française. Mais il faut qu'on continue à travailler sur les réacteurs à neutrons rapides, les réacteurs de 4e génération. Absolument, qui a fermé ça, mais ce n'est pas le seul. Hein. Et effectivement, pourquoi ? Parce que ces réacteurs de 4e génération, dont je n'ai pas le temps de détailler le principe, mais ça a cet avantage considérable de pouvoir utiliser comme combustible pour les réacteurs des isotopes qui aujourd'hui ne peuvent pas l'être, de l'uranium, et aussi d'utiliser les déchets, un grand nombre de déchets nucléaires comme combustible. Voilà. Alors, effectivement, la question du nucléaire pour un pays comme la France est capitale. On a su, en quelques années, effectivement construire nos 56 réacteurs. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une 60aine de gigawatts de capacité nucléaire. Et puis quand on a décidé, enfin pas moi, quand il a été décidé par le gouvernement français de diminuer la part du nucléaire, on vous a dit on ferme 14 réacteurs, mais on ne vous a pas dit qu'est-ce qu'on ferait après. Or, à partir du moment où on ne construit rien avec des réacteurs vieillissants, la trajectoire, c'était celle-là. C'est-à-dire qu'en 2050, sans vous le dire, on a dit on partait vers zéro nucléaire en 2050. C'était ça. Sans construction, c'était ça. Heureusement, les choses ont changé. Bon, je n'ai pas le temps de... Si, quand même, un petit mot. Je vous invite à... pardon. Je vous invite
alors je ne l'ai pas ici, si. Je vous invite à lire le rapport de la commission parlementaire sur la souveraineté énergétique. Alors il fait 1000 pages, hein. Si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez faire ça, mais lisez les 40 premières pages. C'est le texte du président et du rapporteur, et c'est vraiment passionnant. Et ça nous donne l'exemple d'une décision politique totalement inappropriée, absolument pas appuyée sur des considérations techniques. Voilà. Alors Montebourg, qui était ministre de l'économie, s'était opposé très fort à cette décision. Hein. Il dit que c'était un accord de coin de table. Par contre, Ségolène Royal et Manuel Valls, je dirais sans vergogne, voilà, cet accord politique n'est pas techniquement robuste par rapport à des études d'impact. Alors, on ne sait pas de quelle étude d'impact elle parle, puisque Manuel Valls dit que ces 50% n'étaient le résultat d'aucune étude d'impact ou d'analyse de besoin. Donc il y a une décision qui a été prise, qui a été dramatique. Heureusement, on est en train de revenir en arrière. Mais la question, c'est jusqu'où on va aller, parce que nos réacteurs vieillissent, mais s'il y a cette question des 80 ans, plus les nouveaux réacteurs, bon, on peut espérer maintenir une capacité autour de 60 gigawatts. Voilà. Dernier point, la partie non électrique. Ici, les fameux 500 TWh, 450-500 TWh de quantité électrique. Voilà, je répète que nous aurons besoin de beaucoup de carbone. Ici, on aura besoin de carburant encore. On ne va pas faire des avions, des longs courriers avions électriques. Hein. Enfin, moi, j'y monterai pas dedans, mais on aura besoin donc de carburant liquide et gazeux. On aura besoin de polymères, de plastique, même s'ils sont bas carbone. Enfin, au sens où ils seront biosourcés ou je ne sais pas. On aura besoin, un médicament, c'est du carbone. On aura besoin de médicaments, enfin, etc. Donc la question, c'est comment on va faire. Et en effet, on n'a pas beaucoup de choix. Quand tout ça disparaîtra, gaz, pétrole, charbon, qu'est-ce qui restera? Il restera la biomasse et peut-être le CO2 qu'on aura capturé. C'est de ça dont je voudrais parler pour terminer. La question de la biomasse, est-ce que ça peut assurer autant à travers la production de biocarburants liquides, de type bioéthanol, biodiesel, biokérosène. Il faut développer les carburants de deuxième génération, c'est-à-dire ceux à partir de biomasse qui n'est pas consommée pour l'alimentation. Évidemment, il faut faire une estimation rigoureuse des gisements. Est-ce qu'on a ce qu'il faut en termes de biomasse? C'est pas sûr. On est en train de finir un rapport à l'Académie des sciences sur cette question. Le biogaz, vous savez que la méthanisation, ça existe aujourd'hui. Hein. On transforme en méthane tout un tas de déchets dans des méthaniseurs. On sait déjà le faire et sans doute que ces choses-là vont augmenter. Le bois, c'est aujourd'hui la biomasse la plus utilisée. C'est l'énergie renouvelable la plus utilisée, bien au-dessus de l'éolien et du solaire. Simplement, on ne va pas pouvoir en faire beaucoup plus parce qu'il y a quand même cette idée de protéger les forêts et de ne pas massivement passer par le bois. Et puis il y a tous les carburants alternatifs, et en particulier il y a cette question de la capture, du stockage et de la valorisation de CO2, c'est-à-dire la transformation du CO2 en molécules carbonées utiles. Et ça, c'est des sujets que je connais bien, puisque c'est des choses que nous faisons dans mon laboratoire. Voilà. Donc ça, c'est une vraie question. Voilà, peut-être quelques mots sur ce qu'on fait dans mon laboratoire. C'est cette idée de... Donc il y a la biomasse, hein, d'une part, avec tout un tas de questions que ça pose, et puis nous allons capturer du CO2, c'est sûr, il faut le faire. Et donc il y a un débat, hein, sur ce CO2, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a capturé. On parle beaucoup de séquestration, hein, c'est-à-dire on le réinjecte quelque part dans un aquifère salin ou dans des anciennes mines de pétrole, et on le cache au fond de la terre. Moi, je fais partie de ceux... Donc, on parle de CCS, Carbon Capture and Sequestration.
mais il y a aussi CCUS avec le U pour utilisation. Donc moi, je fais partie de ceux qui promeuvent l'utilisation. Et donc ce qu'on fait au laboratoire, c'est avec donc du CO2 qui a été capturé, d'inventer des dispositifs qui sont des électrolyseurs alimentés par de l'énergie renouvelable, par exemple solaire, dans lequel on met du CO2 et de l'eau. Et on transforme ce CO2 en tout un tas de molécules organiques qui vont ensuite permettre de faire des plastiques, des composés pour l'industrie chimique, des carburants, des drogues, enfin des drogues, ça c'est en anglais, mais des médicaments. On peut faire des drogues aussi, mais c'est plus rentable. Mais voilà. Et je prends juste un exemple. On a, vous voyez, c'est un article publié dans le compte-rendu de l'Académie des sciences des États-Unis en 2019, où en couplant des panneaux photovoltaïques avec des électrolyseurs et un catalyseur à base de cuivre, c'est notre spécialité, on a réussi à transformer le CO2 en éthylène. L'éthylène est aujourd'hui le composé chimique le plus produit par l'industrie chimique à l'échelle de la planète, tout simplement parce que c'est un précurseur de tout un tas de polymères, le plus direct étant le polyéthylène, dont vous avez déjà entendu parler. Et aujourd'hui, il est produit à partir des fossiles avec une très grosse demande énergétique, avec une très grosse production de gaz à effet de serre. Ici, notre rêve, comme tous ceux qui travaillent dans ce domaine, c'est effectivement de passer à l'échelle et d'avoir une machine dans laquelle vous mettez que du CO2, de l'eau, du soleil, et vous avez plein d'éthylène. Évidemment, tout ça est très bas carbone. Voilà. Ça, je saute. Ça, il n'y a pas besoin. Oui, juste un dernier point. La question de la souveraineté énergétique sur ces questions de transition. Se débarrasser des fossiles et d'une dépendance pour passer à une autre est évidemment problématique. Et pourtant, c'est ce qui risque de nous arriver. Vous voyez ici, je prends ce seul exemple, le véhicule électrique. Il faut 7 fois plus de métaux, cuivre, manganèse, nickel, cobalt, lithium, etc., que le véhicule thermique. Et ici, ça montre la différence aussi entre les nouvelles technologies et les anciennes de production d'énergie. C'est aussi beaucoup plus de métaux. Or, aujourd'hui, donc, nous aurons un besoin massif de ces ressources minérales. Et comme vous le voyez, je ne montre que la partie de droite, aujourd'hui, le raffinage de ces métaux, c'est la Chine. Donc, nous passons à une dépendance vis-à-vis de la Chine sur ces questions de métaux. C'est vrai aussi des panneaux solaires. Vous voyez ici que chacun des composants de ces panneaux solaires, c'est la Chine, en rouge. C'est vrai de l'éolien. Vous voyez que vous avez à peu près 60% des pales et des nacelles de l'éolien qui viennent de la Chine, etc. Donc là, il y a un vrai problème, d'où toute la question de l'industrialisation, etc. Voilà, et là, je termine vraiment. Il y a tout un tas de choses à faire au niveau fondamental, technologique, industriel. Il y a des sujets absolument clés, fascinants. Moi, je n'arrête pas de dire quand je rencontre les jeunes de tous âges, des lycées jusqu'à dans les écoles d'ingénieurs, etc., que plutôt que de se lamenter, nous avons devant nous un sujet absolument majeur. Il faut le traiter. On a besoin de l'intelligence de tous, de la formation de tous, et qu'ils doivent s'engager là-dedans. Voilà, pour produire de l'hydrogène vert, pour inventer des technologies de récupération et de recyclage, pour améliorer les performances des cellules photovoltaïques, pour s'occuper de l'extraction de métaux en faisant des mines propres, pour décarboner l'industrie avec l'invention de nouveaux procédés pour tous ces produits-là, la question d'une valorisation de la biomasse, le nouveau nucléaire, les réseaux électriques, les batteries électriques, le stockage d'énergie, la chimie organique verte, c'est des sujets. Et vous voyez, c'est une telle liste que j'imagine que vous comprenez bien que ça ne sera pas résolu dans 3 ans. C'est des dizaines d'années qui nous attendent. Mais si on ne traite pas ces questions, pour le coup, c'est sûr que ça sera plus de décroissance, plus de misère. Et de toute façon, la chaleur sera là. Donc voilà, ce sont des sujets absolument clés. Voilà, je conclus. Tout un tas de questions auxquelles j'ai essayé de contribuer. Mais en tout cas...
il va falloir revenir à une discussion sérieuse sur quelle baisse crédible de notre consommation d'énergie. Pour le moment, il n'y a rien de crédible dans ce qu'on nous annonce. Quelle proportion réaliste d'électricité? Est-ce qu'on va arriver à faire les 50%? Mais c'est massif hein, de passer à 600, 700 TWh d'électricité. Quel mix électrique? Quel besoin en stockage d'énergie? Et puis comment construire un consensus hein, sur une trajectoire réaliste? Évidemment, recherche, innovation, réindustrialisation. Et, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais l'adaptation au changement climatique. Voilà, je vous remercie. Bien, un grand merci à Marc Fontcave pour cet exposé si riche, si informé, si stimulant. D'autant plus qu'il est assez différent de ce qu'on entend la plupart du temps. J'avoue que sur la question du consensus, comment obtenir un consensus, je serais curieux de vous écouter et de vous écouter les uns et les autres. Nous entrons dans la partie de débat, donc je rappelle la règle, les propos de Marc, mais aussi nos échanges sont diffusés en direct sur Internet, resteront disponibles sur le site de l'Institut, seront transcrits et publiés sur papier. Donc il importe que chacun, au début de sa prise de parole, chacun ou chacune, au début de sa prise de parole, commence par se présenter, son nom, éventuellement sa fonction. La parole est à la première ou au premier qui la demande. Monsieur a été le plus rapide. Non, gardez-le, Marc, parce qu'il y a un micro dans la salle. Bonjour monsieur, merci pour votre exposé. Jean-Claude Laroche, je suis directeur de mission auprès de la présidente d'Enedis et président du CIGREF, qui est le club informatique des grandes entreprises françaises. J'aurais une question sur un point que vous n'avez pas abordé, et vous avez sans doute des informations sur le sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a une perspective crédible de stockage en grande capacité, typiquement des unités de 500-600 MW, sur la base de sel fondu? Parce que cette technologie existe par exemple à l'intérieur des centrales solaires, et j'aurais souhaité savoir si cette question est explorée au-delà des centrales solaires pour le réseau électrique. J'appuie là-dessus, oui. Merci. Effectivement, les sels fondus ont cette capacité à emmagasiner de l'énergie, de la chaleur, et qui peut être ressortie pour alimenter des alternateurs. Donc c'est effectivement une possibilité. À ma connaissance, non. À ma connaissance, au-delà des centrales solaires, hein, enfin ce qu'on appelle le solaire thermique ou thermodynamique, je ne crois pas que cette solution-là soit exploitée à l'échelle que vous indiquez, en tout cas, en dehors de laboratoires à petite échelle. Une autre question, Madame. Bonjour, Anne-Françoise Berton, je suis vétérinaire. Et vous avez évoqué 3 secteurs majeurs d'émissions. Et le 4e, souvent, c'est l'agriculture dont on parle. Moi, j'ai fait une formation récemment qui s'appelle 2 tonnes, et donc par une association qui forme les particuliers et les industriels à la réduction pour que l'empreinte de chacun passe de 10 tonnes en France par an à 2 tonnes. Et en gros, on ressort de là en étant végétarien, en disant qu'il ne faut plus d'élevage, que les terres agricoles doivent devenir des lieux où on met des méthaniseurs. Et comme il y a vraiment un débat sociétal fort sur le sujet, en tout cas dans ma filière, j'aimerais avoir votre avis sur la biomasse et l'alimentation dans cette trajectoire. Merci. Alors, effectivement, vous avez constaté que je n'ai pas parlé d'agriculture. C'est peut-être le seul secteur dont je n'ai pas vraiment parlé. Alors ça s'explique d'abord par le fait que c'est un secteur pour lequel je n'ai pas de compétences. Je n'ai pas étudié ça. Et en général, j'évite de parler de choses pour lesquelles je n'ai pas de compétences. D'autres sont moins rigoureux sur la question. Mais voilà, effectivement, on voit bien que dans le camembert, il y avait une part significative d'émissions de CO2 pour l'agriculture.
jusqu'à présent, ma position, c'était... Enfin, je veux dire, ces agriculteurs sont soumis à de telles contraintes et à de telles attaques, hein, souvent, que je suis assez touché par le fait que l'agriculture française soit en si grande difficulté. D'ailleurs, j'ai parlé du rapport parlementaire sur la désindustrialisation. Je pense que dans quelques années, il y aura un rapport parlementaire sur la chute de l'agriculture française et pourquoi on l'a autant laissé se dégrader ou si on ne l'a pas fait exprès. Je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de défense de l'agriculture française. Nous importons de plus en plus de choses que nous produisions avant. Donc là, il y a un vrai sujet, mais je ne suis pas assez compétent, je lis des choses. Voilà. Maintenant, sur la biomasse, alors ça, c'est quelque chose que je connais très bien. Ce n'est pas vraiment l'agriculture, mais pourquoi je connais très bien? Il s'avère que le 9 janvier, donc très prochainement, je vais présenter devant l'Académie des sciences notre rapport sur la biomasse. Je crois que c'est un document important et il sera disponible juste après. Effectivement, il faudra, on le fait déjà, valoriser la biomasse. Et en ce sens, les agriculteurs vont jouer un rôle important là-dedans. Mais tout indique, à part ce qui vient de la SNBC en particulier, vous voyez, j'ai dit qu'on avait besoin de 500 TWh à peu près de parts non électriques. Il s'avère que la SNBC nous dit « Ah bah tiens, ça tombe bien, il y a justement 500 TWh de biomasse disponible. » Or, ce n'est pas vrai parce que l'ensemble des études montrent qu'il y en a beaucoup moins, si on fait attention, en effet, à un certain nombre de paramètres, et en particulier la compétition avec la production agroalimentaire. On utilise déjà une partie importante de notre surface agricole utile pour produire du bioéthanol, hein, il y en a déjà dans les voitures, des biodiesels, etc. Donc voilà. Donc, je peux simplement dire que les agriculteurs vont jouer un rôle très très important, à la fois parce que nous devons, et vous le voyez bien dans le contexte géopolitique difficile, la guerre Ukraine-Russie, etc., nous devons assurer une sécurité d'approvisionnement alimentaire à ce pays. Et en même temps, il va se rajouter pour ces agriculteurs la contribution pour cette partie non électrique, les fameux 500 TWh, d'exploitation de la biomasse. Et il n'y a que les agriculteurs qui savent faire ça. Il faut faire des cultures spécifiques pour l'énergie. Il faut faire attention à la compétition avec l'agroalimentaire. Il ne faut pas faire... Tout n'est pas zéro carbone hein, dans la biomasse. Hein. Il y a plein de biomasses qui ne sont pas très bons en termes d'émissions de CO2, enfin, etc. Tout ça, il faut le travailler. Voilà, je peux vous dire que ça, mais je manque de compétences pour dire ce que sera l'agriculture de demain. Plein de gens le savent d'ailleurs, sans vraiment le savoir, en tout cas le disent. Ouais. Ici. Oui, allez-y, monsieur, allez-y. Oui, merci, monsieur Frontcap, pour votre exposé riche, documenté et argumenté. Je suis Bernard Bossu, président de la société Optimum Convergence. J'ai bien compris que vous avez mentionné l'hydrogène au niveau de la recherche fondamentale et appliquée. Mais, à moins que je n'ai pas très bien compris, vous ne l'avez pas mentionné dans votre slide relative au mix complexe, où vous citez 5 pistes énergétiques, mais pas l'hydrogène. Pourquoi, s'il vous plaît, et pourquoi ne pas l'avoir mentionné, notamment pour le fret, le transport par véhicule, et éventuellement plus tard, pour le transport de fret pour les avions. Merci beaucoup. Très bien. Alors, si vous faites référence à la slide sur le quel mix électrique, alors la réponse est claire, l'hydrogène n'est pas une source d'électricité. C'est un vecteur énergétique. Donc, malheureusement, l'hydrogène est un consommateur d'électricité, si on fait de l'électrolyse. Donc, on ne peut pas mettre l'hydrogène dans le mix électrique. D'ailleurs, un des gros problèmes de l'hydrogène, quand on le fera par électrolyse, ce qui n'est fait qu'à une toute petite échelle aujourd'hui, c'est que, malheureusement, sa production va demander des quantités massives d'électricité. Je prends juste un exemple.
Aujourd'hui, on consomme en France 1 million de tonnes d'hydrogène. Alors, pas pour le transport, pas pour l'avion, on le consomme dans l'industrie, hein, essentiellement. C'est la production d'engrais, enfin d'ammoniac pour faire des engrais. C'est le raffinage, hein, du pétrole. Et puis, c'est quelques molécules, genre méthanol, etc. 1 million de tonnes. Si vous le faites par électrolyse, aujourd'hui, avec les rendements qui existent, c'est 55 TWh. 55 TWh, c'est quoi? C'est l'équivalent de 5 réacteurs EPR de type Flamanville. C'est-à-dire, juste pour faire cet hydrogène, il vous faudra 5 réacteurs EPR. C'est pour vous je ne dis pas qu'il faut le faire que par le nucléaire, hein, c'est pour vous donner un ordre de grandeur des choses. Donc, faites attention, ne traitez pas de la même façon ce qui est vraiment source d'énergie et ce qui est vecteur énergétique. L'hydrogène n'est pas un vecteur énergétique. Alors, quel est l'avenir de l'hydrogène? Puisque maintenant c'est ça, au fond, votre question. Je ne sais pas ce qu'est l'avenir de l'hydrogène. Je pense que... il s'avère que j'ai travaillé il y a une trentaine d'années sur l'hydrogène et les choses n'ont pas beaucoup bougé depuis, sur le plan technique. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une conférence et le type disait l'hydrogène, le carburant du futur, enfin, etc., tous les violons habituels. Et il disait, malheureusement, aujourd'hui, plus de 95, enfin 16 ou 17% est produit à partir du méthane. Hein. C'est ce qu'on appelle le reformage du méthane. On transforme CH4 parce qu'il y a plein d'atomes d'hydrogène en hydrogène. Sauf que le carbone devient CO2, donc c'est très émetteur. La production aujourd'hui d'hydrogène est très émettrice de CO2. Et je lui ai fait la remarque qu'il y a 30 ans, on donnait exactement les mêmes chiffres. D'accord ? Donc l'électrolyse de l'eau pour donner de l'hydrogène continue à être un sujet difficile pour des raisons de performance, pour des raisons de coût. L'hydrogène vert est encore trop coûteux par rapport à l'hydrogène gris, celui produit à partir du reformage. Néanmoins, il faut continuer à y travailler. Beaucoup y travaillent. La France a donné des objectifs extrêmement élevés en production d'hydrogène vert. J'espère qu'on y arrivera. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, il faudra consacrer des quantités d'électricité que nous n'avons pas pour le moment pour le produire. Alors, pourquoi on va le faire? Je pense que nous devons en priorité faire de l'hydrogène vert pour remplacer l'hydrogène gris aujourd'hui dans l'industrie. À nouveau, raffinage du pétrole, parce qu'il faudra raffiner du pétrole encore un certain temps, production d'engrais et production de tout un tas de produits de l'industrie chimique. Il s'avère que dans certains scénarios, on l'évoque aussi pour tout un tas d'autres usages nouveaux. Ce qui fait que dans certains scénarios, y compris français, les plus extrêmes, on nous annonce d'ici 2050 4 millions de tonnes d'hydrogène, 4 fois plus. Donc ce n'est pas 5 ou 6 réacteurs EPR, mais c'est 4 fois plus. C'est-à-dire que si on voulait faire 4 millions de tonnes, parce qu'on multiplie les usages de l'hydrogène, vous voyez, c'est une vingtaine de réacteurs EPR juste pour l'hydrogène. D'accord ? Ça va pas, ça colle pas, puisque pour le moment, le président nous propose 6 réacteurs EPR, donc on n'y arrivera jamais. Donc cette question de l'électricité est extrêmement importante. Et donc, quels sont ces nouveaux usages? C'est en particulier le transport. Bon, moi, personnellement, je pense que la voiture électrique à batterie a gagné la course et qu'il n'y aura pas de voiture à hydrogène massivement. Voilà. Alors on dit, OK, pour la voiture individuelle, mais il y a le transport lourd, en effet. Cargo, bateau, gros bus, gros camions, etc. Effectivement, là, on voit bien qu'il y a une difficulté. Et puis aviation, je finirai avec l'aviation. Il y a une difficulté parce que ces engins-là seront difficilement alimentés par des batteries parce qu'il faudrait des énormes batteries. Enfin, je vois mal cela. Donc, il faudra leur trouver autre chose. Est-ce que ça sera de l'hydrogène? Pourquoi pas?
effectivement, sur la partie transport lourd. Sur l'aviation, mais néanmoins, voilà, pour ces transports lourds, y compris l'aviation, c'est dans ces secteurs-là que je dis que nous aurons encore besoin de carburant liquide, de type kérosène, par exemple pour l'aviation, ou diesel, etc. Est-ce que ça sera des biodiesels, des biokérosènes? En partie, oui, si on arrive à exploiter à un coût raisonnable la biomasse. Et pour l'aviation, est-ce que l'avion à hydrogène va fonctionner un jour? Airbus, évidemment, s'y emploie. Moi, personnellement, je pense que ça ne marchera pas. En tout cas, pour les très gros avions. Enfin, en tout cas, j'essaierai là aussi d'éviter de monter dedans, personnellement. Mais voilà, peut-être des petits avions, mais je pense que l'aviation, c'est un des secteurs les plus difficiles à traiter, parce qu'il faudra encore des carburants liquides pour très très longtemps. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à travailler sur tous ces sujets, hein, bien sûr. Améliorer les rendements de l'électrolyse de l'eau, essayer de voir comment on peut mettre de l'hydrogène dans tout un tas de transports. Voilà. Mais je pense qu'à l'échelle de 20 ans, enfin d'ici 2050, il y aura relativement peu d'hydrogène dans les transports. Par contre, si on arrive déjà à faire 1 million de tonnes verts, ça sera pas mal. Parce que là, on va diminuer sérieusement nos émissions de CO2. Yves Chenet, consultant. Donc, que pensez-vous des réseaux électriques de transmission à haut voltage, à courant continu, pour équilibrer l'offre et la demande en électricité? Enfin, quand vous dites ce que j'en pense, ça voulait dire quoi exactement? Est-ce que vous pensez que ça contribuera fortement à équilibrer l'offre et la demande au niveau mondial, hein, puisqu'on peut utiliser la rotation de la Terre pour... s'il y a un excès de production en Chine, on peut l'utiliser en Europe. Enfin, vous voyez, ce genre de... Alors, il existe déjà donc des partages, enfin des réseaux électriques à l'échelle européenne existent. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre sur cette question. Est-ce qu'on va échanger de l'électricité avec la Chine par des réseaux électriques? Je ne sais pas. Ça me peut... Je ne connais pas. Le consortium des grands opérateurs de transmission mondiaux. D'accord. Oui, bonjour. Jubaï Adaden, je travaille à l'AFG, l'Association française de la gestion financière, et j'aurais une petite question sur l'innovation. Où êtes-vous? Je suis là. Ah, là. Vous voulez que je me lève? Merci. Donc, l'innovation, c'est une des clés pour pouvoir produire de l'énergie qui est décarbonée et voilà, défossilisée aussi, comme vous avez utilisé ce terme. La question que je me pose, c'est premièrement, qui est-ce qui doit financer cette innovation? Aussi, vous êtes à l'intersection entre le monde de la recherche, mais aussi le monde de l'entreprise. Et la question que je me pose, c'est de savoir quel doit être l'équilibre entre ces deux mondes, qui sont parfois deux mondes complètement différents. Et donc, l'État, quel est le rôle de l'État aussi? Et aussi, quel est le rôle de la recherche fondamentale? Est-ce qu'elle doit être beaucoup financée? Est-ce qu'il y a des applications avec donc, la recherche appliquée? Et quels sont les liens en fait entre État, finalement, marché et recherche? Merci. Question très importante et en même temps complexe, comme beaucoup de ces questions. Effectivement, je commence par dire, vous avez raison, moi je suis donc professeur dans une institution publique. Je fais de la recherche avec des jeunes gens, doctorants, postdoctorants, sur ces questions-là. Et aujourd'hui, cette recherche, je ne peux la faire au niveau où je la fais que parce que j'ai des contrats industriels. C'est-à-dire que si je n'avais que ma dotation du ministère et puis quelques réponses à des appels d'offres de type Agence nationale de la recherche, je n'existerais pas à l'échelle de la compétition internationale. Donc je travaille avec des contrats industriels et en très forte collaboration avec des industriels qui, par chance, mais parce qu'ils sont intelligents, me laissent une très grande liberté, ce qui fait que
on arrive à faire cette recherche à la fois fondamentale et en même temps avec des objectifs d'innovation, d'application, etc. Donc cette expérience-là, et je la partage avec d'autres chimistes, me dit, parce que je trouve que ça marche bien, c'est qu'il y a en effet une véritable nécessité que le monde académique et le monde industriel travaillent ensemble. Or, la France n'a pas une grande pratique de cela. C'était pire hein, quand j'ai commencé ma carrière, mais aujourd'hui c'est mieux. Mais on est très très loin du compte, à mon avis. Et donc il y a effectivement la nécessité que ces gens-là travaillent ensemble. Quel est aujourd'hui le budget recherche et développement de la France? Il n'est pas parmi les premiers du monde, il est plutôt assez bas. Le président, d'ailleurs, vous avez vu, vous avez entendu qu'il s'est exprimé la semaine dernière sur la recherche. J'avais été invité à l'Élysée, bon, j'ai pas pu y aller. Donc, il a défendu, enfin, pour la première fois depuis un certain nombre d'années, effectivement, la nécessité de la recherche. Il a mis en place un conseil, hein, vous avez vu, dans lequel il n'y a pas de chimiste, d'ailleurs. Et effectivement, il a parlé du budget, mais en disant que ce n'était pas qu'une question de budget. Il a en partie raison, hein, c'est aussi une question d'organisation de la recherche publique. Mais quand même, aujourd'hui, la part de R&D dans le budget français, c'est à peu près 2%. Et ça fait... depuis 1990, à peu près, que c'est ce niveau-là. Ça n'a pratiquement pas bougé. D'autres pays ont été en continuelle croissance. Enfin, les pays les plus performants en recherche, ils sont plutôt autour de 3%. Mais ce n'est pas qu'une question de la recherche publique. Parce qu'en réalité, ceux qui font 3%, les meilleurs, là, je ne sais pas, Corée du Sud, Allemagne, etc., ils ont un budget de la part privée qui est très élevé. Ça se répartit à peu près 1,5. En France, la part publique a légèrement augmenté à peine, mais la part privée n'a pratiquement pas bougé. D'accord ? Donc il faut aussi que la recherche, enfin voilà, le monde de l'entreprise investisse plus dans la recherche. Or, ça fait une vingtaine d'années que c'est insuffisant. Donc aujourd'hui, les 2%, c'est à peu près 1,1. Donc voilà, les deux sont responsables d'un faible niveau d'investissement dans la recherche. Alors, pour l'avenir, quand on parle de la transition énergétique, on parle de pratiquement 4 points de PIB qu'il faudrait mettre dans la recherche. Hein. C'est entre 50 et 100 milliards d'euros par an. Qui va les mettre? Est-ce que c'est un État qui a 3 000 milliards de dettes, qui a un déficit colossal, etc. C'est ça la difficulté. Je m'étais exprimé, il y a eu un rapport, il y a eu le fameux rapport Pisani-Ferry hein, qui est sorti cet été, qui nous a dit, bon, c'est à peu près 60... Enfin, il était très curieux, d'ailleurs, j'ai critiqué ce rapport publiquement, ce qui m'a amené à être invité à l'Élysée pour en parler. Il dit 60 milliards à peu près, 65 milliards d'euros par an qu'il faudrait pendant des dizaines d'années. Et Pisani-Ferry dit on va le faire en augmentant la dette et en augmentant les impôts. Bon, évidemment, le lendemain, le ministre de l'économie, le maire, a dit formidable ce rapport, sauf que on ne va pas augmenter la dette et on ne va pas augmenter les impôts. Bon, donc comment on fait pour trouver 65 milliards? Donc ça, c'est une grosse difficulté, hein, bien sûr. D'où la question, il faut de la croissance. Donc il faut que ce pays retrouve de l'industrie, de la production, donc en gros du travail, sans quoi on ne trouvera pas ces milliards. Voilà. Alors,
aujourd'hui, qui c'est qui a l'argent pour faire ça? Je crois que ce sont les entreprises, en tout cas les entreprises du secteur de l'énergie. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les plus gros investisseurs en matière de transition énergique, ce sont les grandes entreprises. Par exemple, dans le monde aujourd'hui, ceux qui investissent le plus sur le photovoltaïque, c'est Total Energy. Vous voyez, bon, donc ce sont les entreprises qui marchent, qui ont de l'argent. Voilà, donc c'est compliqué. Ça prendra du temps, en particulier parce que peut-être les États n'auront pas les financements suffisants. Peut-être parce que les entreprises n'investissent pas assez en recherche et en développement. Voilà, mais en tout cas, oui, il faut de l'argent et c'est évidemment une combinaison de toutes les choses, c'est-à-dire une volonté politique, une politique d'État, un investissement des entreprises et, je répète, une meilleure coordination, enfin en tout cas en matière de recherche, un travail en commun entre le monde des chercheurs. On a des très très bons chercheurs dans nos laboratoires, des jeunes formidables qui sont bien formés, enfin dans nos écoles d'ingénieurs. Voilà. Je me permets une question. Vous avez insisté sur l'importance du nucléaire. Que penser de la question des déchets, qui est l'un des obstacles, l'un des reproches qu'on fait le plus souvent à l'énergie nucléaire? Et deuxièmement, et peut-être surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre de la fusion nucléaire, dont on commence à parler, mais sur laquelle j'aimerais avoir quelques éclaircissements? Alors, sur la question de la fusion, j'en ai pas parlé, parce que, d'abord parce que je connais moins le sujet, je suis ça d'un peu loin. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que citoyen, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a raison de maintenir ce projet, qui coûte cher, de dépenser de l'argent pour ça, parce qu'en effet, si ça marchait, mais c'est pas sûr que ça marche, si ça marchait, ça serait évidemment quelque chose d'absolument extraordinaire du point de vue de notre production d'énergie. En 2 minutes, ce que c'est. Oh ben, si vous voulez, dans le... Voilà. Voilà. Ici, vous avez la stabilité des éléments chimiques, la stabilité des éléments chimiques. Voilà. Tout en haut, vous avez des atomes comme le fer, etc. C'est pour ça qu'on en a plein dans notre univers. Il est stable. Voilà. Et puis, vous avez des métaux très lourds, l'uranium, par exemple, donc, qui est beaucoup plus lourd. Donc, la fission nucléaire, celle qui existe aujourd'hui dans nos réacteurs, c'est que vous cassez ces noyaux en plus petits noyaux. Donc, vous allez dans cette direction. Et l'écart entre ça et ça, c'est l'énergie que produit cette cassure. D'accord ? Donc vous voyez que si par contre vous partez de là, vous pouvez faire la même chose. Mais là, il faut partir d'atomes très très légers. D'accord ? Et au contraire, pour arriver à des atomes plus lourds, il faut que vous les fusionnez, donc vous les ajoutiez les uns aux autres. Bon, les noyaux n'aiment pas trop être fusionnés, c'est pour ça que c'est super compliqué. Donc c'est ça la fusion. D'accord ? C'est partir d'éléments comme l'hydrogène, le deutérium, etc., et fusionner pour arriver à des métaux plus lourds, et donc à se déplacer sur cette courbe comme ça, et donc libérer cette énergie-là. Voilà, donc c'est ça le principe. Or, ce principe-là est appliqué aujourd'hui par un astre, qui est l'astre solaire, par le Soleil. C'est exactement ce qui se passe. Toute l'énergie que nous avons du Soleil vient de mécanismes de ce type-là. Donc ITER, puisque c'est de ITER qu'on parle, la fusion nucléaire, c'est un projet de machine qui serait de construire un soleil
dans lequel on fusionne des petits atomes pour faire des plus gros et qui produirait une quantité massive d'énergie, évidemment sans émission de CO2, sans déchets nucléaires. Voilà. La fusion produit des déchets nucléaires parce qu'en cassant la fission, parce qu'en cassant les noyaux, on produit tout un tas d'isotopes et de nouveaux noyaux qui sont effectivement très très radioactifs. Alors, effectivement, je comprends très bien. Aujourd'hui, la défiance vis-à-vis du nucléaire, elle vient de bonnes raisons. Moi, je défends le nucléaire, mais je comprends très bien les gens sérieux, enfin, je dirais non juste marqués par de l'idéologie, mais qui se disent, mais la question que vous posez, il y a quand même le problème des déchets nucléaires, il y a le problème des accidents nucléaires. Bon, voilà. Donc c'est normal que nous soyons en capacité de répondre à ces questions. Bon, sur les déchets nucléaires, plusieurs remarques. La première, c'est que je ne crois pas qu'il y ait un secteur sur cette planète qui soit aussi bien traité que la question des déchets nucléaires. C'est la question la mieux traitée, la plus sérieusement traitée, de sorte que, comme vous le savez, il n'y a pas eu en France un seul mort dû à une mauvaise gestion d'un déchet nucléaire. Ça n'existe pas. La deuxième remarque, c'est pourquoi c'est possible de le faire avec autant de rigueur. C'est parce qu'il ne s'agit pas de très très grosses quantités. C'est quand même des petites quantités de déchets, donc à une échelle qui fait que leur gestion est quand même possible. Quand je parle de ces déchets, je parle surtout des déchets les plus radioactifs et ceux à plus longue durée de vie. Donc, il y a tout un tas de stratégies pour gérer ces déchets. Ils sont stockés, ils sont traités, stockés. Et les plus dangereux aujourd'hui dans la politique française, c'est d'aller les installer à 500 mètres au fond de la Terre. Et comme vous le savez, les choses progressent petit à petit dans l'évolution du projet, mais je crois qu'on est parti pour, en effet, valider le projet CIGEO, hein, qui est ce centre qui stockera à 500 mètres sous la Terre, près de Bure, nos déchets radioactifs les plus dangereux. Donc voilà, je dirais que nous avons en France, en tout cas, mis en place tout ce qu'il faut pour gérer de façon absolument correcte les déchets nucléaires. Pour le moment, il n'y a pas eu d'accident particulier, mais voilà. Par contre, je pense que vous avez parlé de la fusion, mais il y a quand même cette 4e génération, c'est-à-dire les réacteurs à neutrons rapides, qui doivent être, et en effet vous évoquiez Jospin, puisque c'est des technologies sur lesquelles nous étions très, très en avance, et à plusieurs occasions, et la première étant la décision de Jospin avec Voynet d'arrêter Phénix et Superphénix, mais ça c'est extrêmement important. Je dirais que quand je défends le nucléaire, je n'imagine jamais qu'il y aura du nucléaire jusqu'à la nuit des temps. En fait, sauf si nous allons vers cette 4e génération. Il n'y aura pas, sachez-le, il n'y aura pas de nucléaire durable si nous restons uniquement avec nos EPR, ne serait-ce que pour les ressources en uranium. La 4e génération nous permet de passer à une centaine ou quelques centaines d'années de disponibilité d'uranium à plusieurs milliers, à partir du moment où la 4e génération permet, comme je l'ai dit, d'utiliser beaucoup plus massivement l'uranium, non pas l'uranium 235 qui compte pour une toute petite partie du minerai, mais d'autres isotopes, et en particulier l'uranium 238, et aussi l'utilisation des déchets radioactifs comme combustible. C'est-à-dire qu'on crame les déchets radioactifs et donc ça diminue la production de déchets radioactifs. Donc la question de la 4e génération est absolument essentielle. On l'a dit à l'Académie des sciences. Pour le moment, on n'est pas sur cette ligne. À aucun moment, le gouvernement français a parlé de cette chose-là. Et on a même fermé une manip Astrid. On a fermé une manip qui s'appelle Astrid il n'y a pas longtemps. Donc encore aujourd'hui, il y a tout un tas de forces qui s'opposent à aller vers cette 4e génération. Vous imaginez que lorsqu'on est anti-nucléaire, ce que je peux comprendre, hein,
on n'a évidemment pas intérêt à faire la démonstration, à ce que la démonstration soit faite que le nucléaire peut être durable. Et ça sera le cas de la 4e génération. Qui d'autre? Je t'en prie. Henri Kuckerman, président de la Chambre de commerce France-Israël, et j'ai été président d'une banque qui était active sur les marchés financiers. Donc ça m'amène à 2 questions. La première, quand on parle finance, on dit je fais un investissement de 100 et j'économise ou je gagne tant par an. J'ai toujours pensé que sur tout ce qui était économie d'énergie, on se poserait la question de dire je construis une éolienne, ça me coûte tant de carbone et j'économise tant de carbone ensuite par année. Et j'ai jamais vu ce raisonnement. Donc je me demandais s'il existait ou non. Et j'avais une deuxième question, alors qui correspond à ma casquette actuelle, qui était à propos de l'innovation. Juste par exemple en Israël, la recherche et le développement représentent 5% du PIB. Mais c'est fait en grande partie par un tas de start-up qui essayent de trouver des idées intelligentes. Beaucoup sont sur les économies d'énergie, sur tout ce qui est vert. Et ça m'intéressait d'avoir l'opinion de quelqu'un comme vous sur la probabilité pour des professeurs tournesol de faire quelque chose qui change vraiment les choses. Merci. Donc sur la deuxième question, la France est un pays, il faut le savoir, et c'est l'avis que j'ai reçu de nombreux interlocuteurs qui ont créé des start-up, est un pays où il n'est pas tellement difficile de démarrer des start-up. De trouver des financements pour démarrer, enfin, etc. Et je peux vous dire qu'il y a de plus en plus... Enfin, cette idée de créer une entreprise à partir notamment de laboratoires académiques et chez les jeunes d'aujourd'hui, bien plus qu'à l'époque, une idée qui est assez bien partagée, de sorte que dans les grands laboratoires, il y a beaucoup de recherches qui se traduisent ensuite par des démarrages de start-up. C'est le cas au Collège de France, même au Collège de France, vous voyez. Et mon laboratoire est aussi un émetteur de start-up. Émetteur de start-up parce que justement les jeunes qui travaillaient, c'est pas moi, mais surtout les jeunes qui travaillent dans mon labo, après leur thèse ou leur post-doc, etc., finalement, exploitent des brevets qu'on a pris pour démarrer ce start-up. La grande difficulté, c'est de les maintenir. Et là, on est moins bon. Et donc, il y a une très grande difficulté, me semble-t-il, c'est dans la poursuite de l'aventure start-up. Voilà, donc, il y a une vraie politique de soutien aux start-up en France. Et donc, un jeune qui a des bonnes idées et qui est bon, voilà, voilà, soyons optimistes là-dessus, trouve quand même la possibilité de démarrer des choses. Il s'avère que le 28 février, dans le cadre de mon cours au Collège de France, qui va continuer sur la transition énergétique que j'avais démarré l'année dernière, je finis par un colloque. C'est le 28 février au collège. Le matin, j'ai invité plutôt des gens des sciences humaines et sociales, donc on va parler marché de l'électricité, Europe de l'énergie, souveraineté. Mais l'après-midi, j'ai invité 5 start-up qui font de l'excellente françaises, qui font de l'excellente innovation dans des secteurs qui concernent la transition énergétique. Donc voilà, c'est une bonne chose. Israël, 5% du PIB, mais effectivement, enfin, pour moi, en tout cas dans le monde académique, je suis impressionné par la qualité des instituts, je sais pas, l'Institut Weizmann, le Technion, etc. Il y a tout un tas c'est une recherche de très très haut niveau qui se fait en Israël. Et en effet, Israël est un des pays qui investit le plus dans la recherche. Bon, 5%, c'est quand même assez unique. Hein. Mais enfin, la France peut faire mieux que 2%, je pense.
Et sur la première question, le coût en carbone d'un investissement et la rentabilité en décarbonation. Non, mais ça, oui, je pense que ces études-là sont faites, ouais, de plus en plus. Hein. Oui. Oui. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on peut pas parler de telle ou telle nouvelle technologie sans s'assurer, même si c'est très difficile et si c'est peut-être pas toujours bien publié, etc., sans s'assurer que sur toute la chaîne, enfin, ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, on a bien mesuré toutes les émissions de CO2, ce qu'on a empêché et qui continue à être émis. Non, ces études-là, me semble-t-il, sont de plus en plus faites. Ouais. Qui a le micro? Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Oui, Paul Le Bihan, je suis assureur et président d'un conseil de surveillance d'une start-up qui conçoit, fait construire et exploite des cargos à voile. Mais ma question ne porte pas sur l'utilisation du vent pour les bateaux, elle porte sur une autre énergie renouvelable que vous avez citée dans votre propos, c'est l'hydraulique. Dans les grands plans du gouvernement, on en parle assez peu. En France, on a des très grandes installations, mais on a assez peu d'installations petites et moyennes. Vous en avez parlé dans votre exposé, je vous en remercie. Parce que c'est aussi une énergie renouvelable, est-ce qu'on a un potentiel supplémentaire de développement de cette énergie? Oui, donc vous avez vu en particulier dans la dia où je faisais le pic, hein, nos 95 gigawatts, on voit qu'aujourd'hui, en effet, on a une assez grande contribution de l'énergie hydraulique. Et donc ce sont les barrages, ce sont les STEP, hein, les stations de transfert d'énergie par pompage, hein, je l'ai expliqué, ce sont 2 lacs, le plus grand étant le barrage de Grand Maison. Hein, donc ce sont des outils absolument formidables. Et en effet, ça peut être un outil pour faire de l'électricité décarbonée. L'exemple typique, c'est la Norvège. La Norvège, c'est le pays qui a l'électricité la plus décarbonée qui existe. Nous, on n'est pas loin, hein, mais pas parce qu'ils font du nucléaire, parce qu'ils n'en font pas, mais parce qu'ils ont pratiquement 100% de leur énergie électrique qui est hydraulique. Donc ça peut marcher. Bon. Le problème, c'est qu'il faut des espaces vides et qu'il faut, il faut des... Voilà. Il faut la possibilité de pouvoir mettre ces fameux lacs artificiels, etc. Alors, pour la France, on a 5 steps, je crois. Oui, 4, non 5. 5 steps. Est-ce qu'on peut en mettre... Alors... Est-ce qu'on peut en mettre plus? Qui c'est qui dit doubler? Doubler, je ne pense pas. En tout cas, EDF dit qu'on peut en effet augmenter notre capacité hydraulique, mais elle est quand même limitée. Vous avez vu que dans mon schéma, j'ai mis 5 gigawatts de plus, ou 10, mais c'est à peu près les chiffres qu'annonce EDF. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc malheureusement, de mon point de vue, on ne pourra pas augmenter massivement, enfin, facteur 2, je ne pense pas, mais en tout cas pas plus. Donc, on est limité. Et puis, il y a le problème de l'acceptabilité. Hein. Vous voyez, chaque fois qu'on parle d'emprise sur le terrain, c'est très difficile. Hein. Vous voyez, enfin, moi, j'ai parlé des ressources minérales. La France a décidé de ne plus faire un trou dans son sol. Hein. Alors que nous sommes très très riches en ressources minérales. À une époque, d'ailleurs, nous avions des mines et on extrayait des métaux. Aujourd'hui, on ne le fait plus, on s'est interdit ça. Aujourd'hui, vous décidez de faire un trou quelque part, vous avez une ZAD, hein, plutôt. Hein. Donc c'est pareil pour les barrages. Hein. Si vous installez un barrage type Grand Maison quelque part, avant que ça se fasse, voilà, vous avez aussi plusieurs ZAD partout, là. Donc c'est assez difficile. Mais en termes de capacité, voilà, on ne pourra pas augmenter massivement la part hydraulique. C'est dommage, mais c'est la situation. Par ailleurs,
ça commence à devenir de vieux ouvrages. Hein. Donc EDF a la responsabilité de les maintenir en état, et ça va coûter aussi beaucoup d'argent. Arnaud de Bresson, je suis le conseiller du président de l'Institut de la finance durable qui a été lancé au début de cette année par la place financière de Paris. Merci pour votre présentation parce que nous partageons exactement la même analyse, à la fois sur l'enjeu, le fait que le mouvement est engagé, sur les financements nécessaires, etc., avec le rapport qui a été remis par Yves Perrier au ministre de l'économie, Bruno Le Maire. J'ai deux questions. La première, avez-vous travaillé et avez-vous un avis sur la manière dont la réglementation européenne évolue sur ces sujets? Je pense notamment à la taxonomie européenne, le problème de la taxonomie, j'allais dire, de première génération, que nous avons dénoncé avec ce rapport, était que plutôt que d'orienter l'investissement vers des actifs déjà verts, vers Tesla qui n'a pas besoin d'argent, le sujet est d'orienter les financements, comme la question a été posée tout à l'heure, vers les entreprises en transition. Autrement dit, orienter les financements vers Volkswagen, qui a besoin de faire une transition énergétique importante dans le secteur de l'automobile, c'est ça qui devrait être l'objectif. Les choses ont l'air d'évoluer, mais ça n'a pas l'air d'être encore clair dans tous les esprits au niveau européen. Et la réglementation qui est en train de se mettre en place, comment la jugez-vous? Et la deuxième question porte sur les plans de transition justement des entreprises. Je ne crois pas avoir entendu le mot de la transition. Vous avez des contrats avec des entreprises industrielles. Comment évaluez-vous aujourd'hui, comment analysez-vous la manière dont les plans de transition sont mis en place? Est-ce que les roadmaps, les feuilles de route sont les bonnes? Et comment peut-on expliquer ce que vous avez dit tout à l'heure d'ailleurs, que tout cela nécessite un chemin avec des étapes qui vont prendre du temps, mais qui doivent être fixées en termes d'objectifs? Avez-vous pu regarder ces différents points? Alors, sur la première question, je ne pourrais pas aller très loin dans la réponse. La seule chose que j'ai suivie de près sur le débat sur la taxonomie européenne, c'était effectivement le débat sur l'introduction ou non du nucléaire, du gaz, et du débat qui est très tendu, qu'il y a eu entre l'Allemagne et la France, dans un contexte qui continue à être celui d'une bataille quand même assez sévère menée par l'Allemagne contre le nucléaire, et c'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure, tout simplement parce que le nucléaire français aujourd'hui, pendant longtemps, a conféré une compétitivité à l'industrie française qui était très, très importante. Voilà, donc sur les réglementations européennes, malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire, vous en savez sûrement plus que moi. J'ai déjà beaucoup à faire avec les aspects techniques, technologiques, et on a besoin de gens comme vous pour... voilà. Sur la deuxième question qui était... Ah, oui. Il s'avère que j'ai beaucoup de contacts avec des entreprises, pas uniquement celles avec qui je contracte et qui me permettent de faire la recherche, comme je vous l'ai dit, mais y compris d'autres, parce que je participe à des conseils scientifiques divers. Ce qui apparaît clairement, et contrairement à l'idée que s'en font certaines personnes très négatives, c'est que toutes ces entreprises-là sont non seulement mobilisées, mais véritablement convaincues qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Alors qu'il est facile de dire les entreprises ne font pas le boulot, etc. Non, ça c'est pas vrai. Enfin, vraiment, je n'ai rencontré que des chefs d'entreprise qui étaient motivés, convaincus, et qui essayaient de réfléchir à ça, et qui d'ailleurs... me sollicite ou sollicite d'autres scientifiques justement pour comprendre ce que pourraient être ces feuilles de route. Ce que je leur reproche, je l'ai dit tout à l'heure, c'est... mais
évidemment, moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas ni d'agenda politique, ni d'agenda industriel. Je suis libre de parole. Donc, quand je dis zéro carbone en 2050, ça n'arrivera pas, bon, je peux être attaqué, mais ça ne remet pas en cause mon salaire, ni quoi que ce soit. Enfin, c'est des fois difficile parce que parfois c'est des insultes, enfin, etc. Sur les réseaux, on en parlait. Quand je dis il n'y aura pas 1,5 degré en 2100, etc. Bon, je ne dis pas que ces entreprises doivent dire la même chose que moi, mais quand je vois les objectifs qu'elles annoncent, je leur dis, mais je leur dis vraiment, je leur dis, mais vous êtes fous de dire ça parce que vous savez très bien que vous n'y arriverez pas, et d'ailleurs ils me disent qu'ils savent. Et que donc là, il y a quelque chose qui est quand même problématique. C'est une question de courage que les politiques devraient avoir aussi, puisque eux-mêmes font le même exercice. Donc les feuilles de route sont biaisées par le fait qu'elles doivent être construites sur des objectifs qui ne sont pas atteignables. D'accord ? C'est vraiment le plus souvent le cas. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une telle pression aujourd'hui que si on ne dit pas je serai zéro carbone, alors quand il y en a un qui dit je serai zéro carbone en 2050, vous êtes sûr que le compétiteur, lui, 15 jours après, il a un plan qui dit qu'il sera zéro carbone en 2040. Enfin, c'est systématique, hein. J'ai vu ça dans certains secteurs. Voilà, donc ces feuilles de route, si vous voulez, ces feuilles de route que certaines auxquelles j'ai pu contribuer d'ailleurs, parce que j'ai été sollicité, y compris il n'y a pas longtemps, en me disant qu'est-ce que tu penses de ça, souvent elles sont pas si intéressantes que ça parce que justement elles sont biaisées par cet objectif qui est annoncé. Alors que si, et je termine là-dessus, alors que si il y avait une véritable volonté ou possibilité, hein, parce que peut-être c'est pas possible, hein, une véritable volonté de dire voilà ce qui est possible, voilà ce qui ne l'est pas, à ce moment-là la feuille de route aurait un sens. Alors voilà ce qui est possible avec la plus grande ambition. Hein. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'ambition. Alors on me dit chaque fois il faut mettre des objectifs très élevés pour tirer le système. D'accord, mais c'est mentir aux gens, hein. C'est mentir à ses personnels, à ses cadres, c'est mentir aux gens à qui on s'adresse, aux citoyens, aux politiques, de dire qu'on va faire dans tel ou tel secteur zéro carbone en telle année. Voilà. On va prendre encore 2 questions. 3 questions, là, mais rapidement, s'il vous plaît. Oui, rapidement. Philippe Lagayette, ancien haut fonctionnaire et banquier. Vous nous avez bien expliqué les différences qu'il peut y avoir, avec des très bons exemples, entre des vues réalistes et puis un tas de choses qui sont affichées ou espérées ou rêvées. Alors, on est tenté d'essayer d'aller un peu plus loin. Compte tenu de tout ce que vous savez, c'est vous, des gens comme vous, qui peuvent inspirer des évaluations un peu réalistes, des scénarios un peu réalistes de ce qui peut se passer. Alors peut-être avec des hypothèses. Par la première hypothèse, on continue à faire tout mal, si je puis dire, ou en tout cas avec une volonté insuffisante. Deuxième hypothèse, l'ambition commence à se réaliser, etc. Et tout ça débouchant sur des scénarios s'agissant du climat, qui est la question qui quand même intéresse nos petits-enfants. Donc voilà, est-ce qu'il y a des exercices comme ça qui sont faits? Est-ce que vous pouvez les inspirer? Est-ce qu'on peut espérer avoir des évaluations qui sortent de la situation actuelle où il y a ce qui est affiché qui était réaliste et puis ce qui est brandi comme épouvantail et qui était irréaliste aussi? Alors, concrètement, si je prends le secteur industriel, en effet, les entreprises aujourd'hui, en tout cas celles que je connais, mais je peux parler même au nom d'autres collègues, mettent en place des conseils scientifiques qui contiennent des gens, y compris du monde académique, hein, qui sont sollicités pour justement débattre de toutes ces questions. Donc ça existe.
Enfin, à nouveau, moi, personnellement, je suis très sollicité par tout un tas plutôt de grosses entreprises Total Energy, Veolia, Forestia, EDF, etc., pour discuter de leur politique et de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas, etc. Est-ce que ça pourrait être plus? Enfin, pour ce qui concerne mon agenda, non. Mais enfin, à nouveau, le contact existe sur ces questions-là. C'est beaucoup moins le cas avec le monde politique. Alors, il y a une chose qui existe, c'est l'OPEXT, l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques. Donc, c'est un office qui est constitué de sénateurs et de députés qui travaille essentiellement sur les questions technologiques, techniques, scientifiques, et qui régulièrement associe des chercheurs, des professeurs comme moi, etc. Donc, il y a quelques mécanismes qui existent comme ça. Mais il y a quand même assez peu de relations entre le monde politique, entre les cabinets et la science. Je prends deux exemples. Je vous invite à écouter l'audition d'Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, auditionné donc par la commission parlementaire que j'évoquais, et qui, pendant 6 ans de haut-commissaire, raconte toutes les difficultés à interagir avec les cabinets du président, des ministres, etc., sur des questions sérieuses, techniques du nucléaire. Il s'avère qu'on est dans un contexte, comme vous le savez, où, d'ailleurs ça ne s'arrange pas, quand vous écoutez PISA et le problème du niveau scientifique des Français, c'est qu'il n'y a aucun scientifique dans aucun cabinet aujourd'hui politique. Il n'y a pas longtemps, il y avait, comment il s'appelle, un démographe français, Hervé Lebras, qui avait publié une enquête il y a quelques années, simplement en prenant tous les pays du monde, tous les gouvernements du monde, et juste en calculant le nombre de docteurs, toutes disciplines confondues, pas uniquement en chimie, de docteurs dans ce gouvernement. Et donc je vous pose la question, quel était le pays qui en avait le plus? Non. Oui, la Chine. Le pays où il y en avait 0? Oui, la France. Bon, je ne dis pas qu'il faut être docteur pour faire de la politique, mais c'est juste pour dire les choses. Voilà, donc... et la deuxième... Brièvement, s'il vous plaît, Marc. Le deuxième exemple, c'est en 2012, je suis allé avec le président de l'Académie des sciences apporter auprès du président de la République de l'époque, le nouveau, c'était François Hollande, et ses conseillers, en proposant les services de l'Académie des sciences. Et nous n'avons jamais été zéro sollicitation pendant 5 ans du mandat. Voilà. Merci. Avant-dernière question, brièvement, s'il vous plaît, on arrive à la fin de notre séance. Oui, bonjour, Yves Rioux, consultant mobilité. J'ai vu un petit point tout à l'heure que vous avez cité qui, au milieu de tout le reste, et moi je pense que c'est quelque chose de fondamental, ne pensez-vous pas que la mère de toute la mise en œuvre de ce que vous avez présenté de façon très macro, ne serait-elle pas en réalité de commencer par une politique d'aménagement du territoire, puisque l'aménagement du territoire va conditionner par exemple les méthaniseurs locaux, on a beaucoup d'agriculteurs qui le font, et ça participe de la transition énergétique, les transports, puisque si vous avez un aménagement du territoire d'une certaine façon, vous changez le type de véhicule qui va être utilisé, etc. etc. Je ne veux pas développer davantage, mais pour moi, c'est la mère de tout. Voilà. Puisque je suis d'accord avec l'importance de cet aspect. Dire que c'est la mère, je ne sais pas. Et il y a tellement de sujets dont on nous dit que c'est la mère de tous les... Il y a beaucoup de sujets, si vous voulez. Mais celui-là est particulièrement important, je suis d'accord. Donc, dernière question, ce qui vous permettra, Marc, de conclure. Cher monsieur.
Jacques Troche, consultant. Ma question est simple. RTE vient d'avouer qu'il faudra 100 milliards d'euros en matière d'infrastructures de transport. Pour la distribution, ce sera aussi 100 milliards. Nous allons dépenser d'ici 2040 entre 120 et 150 milliards de subventions pour les énergies renouvelables. Vous nous avez dit que nous dépendons largement de la Chine. Nous voyons s'effondrer, je dirais, les prix du fait de la concurrence chinoise en matière photovoltaïque et en matière également d'éoliennes. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt raisonnable de faire une transition énergétique dans l'attente effectivement du nucléaire et, je dirais, de sources de renouvelables nationales, comme par exemple la biomasse ou l'hydrogène blanc, comme le font les Allemands, qui ont obtenu l'autorisation de la Commission européenne de financer sur le plan de relance européen des centrales à gaz qui seraient alimentées à l'horizon 2035-2040 par l'hydrogène. Oui. Oui. Alors, il faut faire très très attention à... Il n'y a aucune solution miracle. Nous n'avons à choisir qu'entre mauvaises solutions. D'accord. Donc il faut trouver le mix le plus raisonnable et rien ne sera parfait. Premier point, je vais faire ça en 2 points parce qu'il faut finir. Le premier point, c'est que il n'y a pas de raison de ne pas vouloir de l'éolien et du solaire. Nous avons du soleil qui nous tape dessus, nous avons des périodes de vent, il faut qu'on travaille à l'exploitation de cette ressource, accompagnée, malheureusement, ça coûte cher, du stockage d'énergie, c'est un sujet extrêmement important, et de la modification des réseaux électriques. Donc le mix doit contenir cela. C'est mon point de vue, et pourtant, comme vous le savez, je suis pour le développement du nucléaire. On ne pourra pas faire 600 TWh de nucléaire. Tout ne pourra pas être nucléaire. Donc déjà, faisons ce qu'on a. Et par ailleurs, avant que les nouveaux EPA arrivent massivement, les 6 nouveaux, plus peut-être les 8, les 14, ça ne sera pas tout de suite. D'accord ? Il faut du temps, etc. Donc, voilà. Maintenant, sur l'histoire de l'hydrogène, à nouveau, rappelez-vous que la question de l'hydrogène, c'est que c'est un vecteur. C'est-à-dire que vous n'en aurez que si vous avez... par ailleurs, l'hydrogène, c'est rien de spécial. C'est un vecteur. Il vous faut des paquets d'électricité avant d'en avoir. D'accord ? Donc si vous ne les avez pas, cette électricité, et donc on retombe sur nucléaire, et éolien, solaire, etc. C'est ça qu'il faut régler avant d'avoir de l'hydrogène. Vous voyez ? Voilà. Un mot en conclusion. La conclusion, c'est que c'est celle finalement que j'ai déjà dite. Hein, c'est que en effet, dans une période où nous sommes en permanence alimentés par à la fois un pessimisme extrêmement fort, une défiance vis-à-vis des entreprises, y compris des experts, évidemment des politiques, et aussi, évidemment, par une partie de l'échiquier politique radical, extrême, qui intimide tout le monde, qui explique une forme de manque de courage dans l'expression des feuilles de route, comme on l'a dit, et des objectifs. Voilà, il faut essayer de revenir à un discours courageux, celui que j'essaye de tenir, courageux dans l'explicitation des problématiques, ça c'est le premier point. Et la deuxième conclusion, c'est nous sommes à l'orée d'une révolution technologique majeure. C'est absolument, enfin pour un scientifique comme moi, c'est absolument extraordinaire. Et c'est ce que je dis, d'ailleurs mes étudiants sont là pour ça.
ceux qui sont dans mon labo, les doctorants et les post-doctorants. Et ce que je dis à ceux qui n'y sont pas encore dans les laboratoires, qu'ils soient industriels ou académiques, je leur dis, mais on a là un sujet absolument majeur, parce qu'il faut traiter cette question de l'énergie, du climat, etc. Et on a des tas de sujets absolument fascinants pour arriver à plus de connaissances, plus d'innovation, etc. Tentons le coup de cela. Si on n'y arrive pas, parce qu'on ne résoudra pas tous les problèmes, peut-être on n'en résoudra aucun, mais je ne le pense pas, parce que l'homme a souvent résolu les problèmes, on aura résolu une partie des choses, ça sera déjà pas mal. Tentons ça avant de baisser les bras et de dire qu'il faut tout laisser tomber, quoi. Merci. Bien, un grand merci à Marc Fontcave pour ce propos, je ne dirais pas plein d'optimisme, mais plein de confiance. Et je crois que la confiance est encore plus précieuse que l'optimisme. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci.